Le rendez-vous tech existe grâce aux excellents auditeurs qui choisissent de le soutenir. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement David Maxa, Thomas, Stéphane Dubois, Rodrigo des Salvo Braz et Prozin Motion. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. On écume tous les blogs, toutes les news, toutes les analyses et on vous en ramène le meilleur, la substantifique moelle comme j'aime à le dire. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler un petit peu de Reddit, tiens ça fait du bien, ça faisait longtemps, d'une énorme amende que l'Union Européenne a infligée à Google pour des histoires de monopole d'Android. On va parler aussi du scandale nordpress.be, on vous dira un petit peu ce qu'on en pense, et puis plein d'autres petites news sympathiques comme des téléphones pliables encore, des nouvelles consoles de chez Microsoft, des robots qui vont changer la manière dont on voit le monde, etc., etc. Et pour m'accompagner dans cette émission, j'ai le plaisir de recevoir deux premières participantes, et du coup, je vais vous proposer qu'on se dise bonjour d'abord. Bonjour Gaëlle, comment ça va ? Bonjour Patrick, très bien et toi ? Mais écoute, ça va. Le petit dort là, la journée se passe pas trop mal. En fait, c'est ça je sais plus si je l'ai déjà dit dans l'émission, mais mon mode de vie s'est transformé en si le petit est facile, tout va bien. Si le petit est pas facile, c'est la fin du monde. Donc c'est ça la sera vie ta vie jusqu'à la fin des temps, ça sera ta nouvelle vie. C'est possible. Donc Gaëlle, merci d'être dans l'émission. Et Anne-Lise, qui pour le coup, je remercie doublement, parce que non seulement tu as bien voulu venir dans l'émission, mais en plus tu t'es levée à l'aube pour participer. Comment ça va Anne-Lise ? Bonjour, ça va bien, effectivement. Je me suis levée très tôt, mais c'est pas grave parce que je suis très contente d'être là. Bon, ça compense alors. Tu t'es levée très tôt parce que tu nous rejoins de Montréal. Tu es une expatriée, donc qui n'est pas encore tout à fait 100% québécoise, mais quand même, tu nous rejoins de là-bas. Donc, merci de t'être levée à l'aube. Avant de nous lancer sur les sujets dont on va parler, comme je le disais, on va prendre 2 petites minutes pour apprendre à se connaître. Gaëlle, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur toi pour que les auditeurs sachent un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais, etc. Eh bien oui, écoute, moi j'ai plus d'une dizaine d'années d'expérience dans le monde merveilleux du digital, où j'ai travaillé pendant plusieurs années chez Microsoft, ensuite chez Criteo, je suis passée par des régies publicitaires et enfin j'ai fini chez Google, que j'ai quitté il y a maintenant presque 2 ans, pour monter ma propre boîte qui s'appelle Coude et qui est une plateforme ouverte d'éducation au numérique. Voilà, justement après mon expérience professionnelle, je me suis dit qu'il fallait éduquer nos enfants à toute la culture du numérique. Ouais, voilà. On en parle souvent dans l'émission en plus, c'est vrai que c'est pas mal qu'il y ait des initiatives dans ce sens et tu me disais que tu travailles en plus avec les institutions pour essayer de les aider à appréhender ces nouvelles technologies, donc tu vas à la source, c'est parfait. Exactement. Anne-Lise, à ton tour, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais, qui es-tu ? Alors, moi, je suis entrepreneuse web. En fait, j'ai une entreprise qui s'appelle Blogtrepreneur et qui me permet d'aider les propriétaires de petites entreprises à développer leur présence sur le web grâce au blogging et aux réseaux sociaux notamment. Donc, je fais de la formation en ligne, je fais des accompagnements individuels et en groupe. Et en fait, je suis 100% en ligne. D'accord. Donc voilà. en fait, tu aides des petites sociétés qui sont pas forcément, qui connaissent pas forcément les outils nécessaires et la manière dont avec laquelle procéder pour avoir une présence sur le web. Donc c'est des sociétés qui n'ont a priori, j'imagine, rien à voir avec la tech que tu dois, auquel tu dois tout apprendre. Ouais. Intéressant. C'est exactement ça. Peut-être qu'il y aura des anecdotes que tu pourras nous raconter un jour sur certaines choses que tu as entendues ou dû expliquer. Ça pourrait être amusant, je pense. Qui sait. Bon, écoutez, on va se lancer donc dans les sujets du jour et on va commencer par Reddit. Alors, on va pas en dire des tonnes et des tonnes, mais c'est un sujet qui est passé un petit peu inaperçu dans les news tech sur les
dans la presse cette semaine, et je pense que ça pourrait être intéressant à l'avenir. C'est le fait que Reddit est en train d'ajouter à son panel de fonctionnalités un outil de chat pour ses utilisateurs. Alors Reddit, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même un énorme site sur Internet. C'est un site qui, on en a déjà parlé, moi je l'aime beaucoup, c'est un site qui vous permet de soumettre des liens ou des images ou des contenus et de les faire sur lesquels les gens vont voter up ou down, qui va leur donner plus ou moins de visibilité. Là où Reddit est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont développé ce qui s'appelle des subreddits. Donc, il n'y a pas uniquement, évidemment, une grande page, même si on peut voir la page générale, on peut aller aussi sur des subreddits qui vont avoir des sujets spécifiques sur lesquels on va pouvoir fonctionner de la même manière. Donc, mettre des liens et les gens vont pouvoir dire s'ils sont intéressants ou pas avec oui ou non, up ou down. Et donc, c'est en fait un site qui a créé des communautés avec des sujets hyper spécifiques, et c'est un petit peu, moi ça me rappelle les newsgroups que la plupart des gens qui nous écoutent ne connaissent pas parce que ça fait trop longtemps, c'était au tout début d'Internet, mais c'était un petit peu le même type d'organisation, c'est-à-dire qu'on avait des communautés qui se créaient sur des sujets très spécifiques. Et aujourd'hui, au lieu d'avoir plein de forums différents qu'on doit chercher difficilement sur des sujets, même si les forums existent encore, eh ben, il y a Reddit qui a réuni un petit peu tout ça de manière très organique et qui a donc divisé, j'ai envie de dire, organisé le monde presque en sous-sujets, en sous-forums sur Reddit. Alors, on trouve vraiment de tout. On entend souvent parler de Reddit pour ce qu'il y a de pire, et très certainement il y a des choses assez critiquables sur Reddit, mais il y a aussi des choses de grande qualité. Ça réunit, ça a créé par exemple les Ask Me Anything, enfin bref, il y a plein de choses super bien qui se passent sur Reddit. On va pas refaire l'ensemble de l'histoire, mais là où c'est hyper intéressant, c'est que leur outil de chat, de conversation en direct, ils vont l'implémenter par subreddit. Ce qui veut dire que non seulement aujourd'hui Reddit est déjà un super endroit pour aller trouver des informations sur des sujets qui nous plaisent, on trouve beaucoup de sujets tech et jeux vidéo bien sûr, mais pas seulement, il y a plein de choses. Je lisais par exemple un article qui expliquait que l'un des subreddits, il y en a des milliers, était dédié aux femmes enceintes qui étaient enceintes sur le premier trimestre. Moi, c'est un truc qui m'aurait bien servi si je l'avais vu quand on était enceinte, enfin quand ma femme était enceinte. Mais il y a plein de choses. Enfin, si vous voulez faire je sais pas, discuter de votre amour pour les avions en plastique à assembler soi-même, les modèles, si vous parlez, enfin, il y a tous les sujets du monde. Et donc là, il y aura une chambre de chat, une chat room spécifiquement pour chaque sujet, pour chaque subreddit. Ce qui veut dire qu'on va avoir un endroit sur un sujet très spécifique où on pourra aller et discuter avec des gens en direct qui auront les mêmes intérêts que vous. Et ça, pour moi, ça pourrait vraiment devenir quelque chose d'hyper intéressant et d'hyper utile. Je ne sais pas si je me berce d'illusions, mais est-ce que vous imaginez une utilité à ce genre de choses ? Alors moi déjà j'y vois un retour vers le futur, effectivement, à l'époque où il y avait tous ces forums à l'époque et où on avait 10 heures d'internet par mois, donc en plus maintenant on va pouvoir rester un peu plus de temps dessus. Moi je trouve ça formidable et je rejoins ton avis sur Reddit, c'est très bien. Je vais juste avoir un avis un tout petit peu cynique, qui est que j'y vois surtout une nouvelle poche de monétisation de la donnée, puisque justement ça va permettre de profiler encore plus les utilisateurs sur leurs envies à un instant T, qu'ils vont pouvoir revendre à des annonceurs ou voire même à des intelligences artificielles. Mais après, encore une fois, c'est pas forcément problématique du moment qu'on en a conscience et que du coup l'usage qu'on en a est tout à fait utile. Mais oui, effectivement, avoir un forum au moment où on a envie de construire une étagère dans sa chambre et être capable de se faire aider, ça me paraît très utile. Ouais. Alors pour le coup effectivement vous allez sur le channel de chat des Xiaomi Mi A2 qui vient de sortir aujourd'hui d'ailleurs, et là tout à coup vous vous retrouvez harcelé de pubs dans l'heure parce que c'est du temps réel, donc ça peut être un outil de monétisation intéressant. Ouais. Anne-Lise, c'est un truc que tu utiliserais toi, les chatrooms de ce type-là ? Alors, j'avoue que moi, mon premier réflexe, par exemple, si j'étais enceinte, ce serait peut-être pas d'aller chercher sur Reddit.
Donc, je sais pas exactement quel est le public cible pour ça, mais je trouve que sur le principe, c'est assez intéressant. Ce qui serait intéressant de voir aussi, c'est à l'usage, parce que s'il y a des centaines de personnes, voire des milliers de personnes, j'ose pas imaginer ce que peut être la conversation en temps réel, en fait. C'est sûr. Je sais pas, est-ce que ce serait comme sur Twitter où genre ça va tellement vite que si tu pars 10 minutes, ça y est, t'as perdu le fil. Je pense que il y a des moyens de modérer ce genre de choses. Par exemple, sur des sites comme Twitch, tu peux activer le slow chat, ce qui fait qu'on ne peut poster qu'un truc toutes les 2 minutes. Mais évidemment, quand on arrive à un niveau de population tellement important, effectivement, ça va se casser la gueule. Mais je pense que c'est pour tous les plus petits channels que ça va être vraiment intéressant. Là où c'est encore gérable, ouais. Et bien sûr, il va y avoir des problèmes de modération et machin et tout ça, mais enfin, ils ont déjà ce genre de problème, donc je pense qu'ils... Oui, tout à fait. Je pense qu'ils connaissent le principe des modérateurs, ça devrait aller. Ouais. Mais d'ailleurs, Reddit est à 99% géré par des modérateurs volontaires qui gèrent les subreddits et qui ont pouvoir de vie et de mort sur le subreddit, donc... Bon, quoi d'autre? Donc passons sur cette histoire de Reddit. Moi, je pense que ce chat donnera quelque chose, mais on verra. Et donc, parlons du gros sujet de la semaine. C'est cette amende qui a été infligée à Google, ou plutôt à Android, par les autorités européennes. Une amende de 4,3 milliards d'euros. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à ce chiffre précisément, mais elles sont liées aux pratiques monopolistiques de Google dans le domaine, enfin avec leur système d'exploitation mobile Android. Quand on dit monopolistique, il faut savoir que Android a 74% de part de marché en Europe. C'est pas le cas aux États-Unis, donc le problème se pose pas dans les mêmes termes. Je crois que dans le monde, Android est à 76% de part de marché, donc on est vraiment dans une situation où il y a une part de marché absolument majoritaire pour un constructeur ou un développeur. Et donc, après une enquête assez longue, l'Union européenne a déterminé 3 domaines dans lesquels Google s'est rendu coupable de pratiques anticompétitives. Encore une fois, dû au fait qu'ils ont un monopole. S'ils n'avaient pas le monopole, ça serait peut-être pas aussi grave. Mais voici les 3 pratiques. Ils obligent les constructeurs à préinstaller des applications et la barre de recherche Google quand ils veulent utiliser l'OS Android qu'ils développent, que Google a développé. Donc, ce sont des applications comme Chrome, le Google... En fait, c'est un petit peu plus précis que ça. S'ils veulent utiliser le Play Store, donc qui est l'application, le store pour avoir toutes les applications Android, ils doivent aussi préinstaller Chrome, Maps, toutes ces applications-là. Ils sont obligés de le faire. Il y a aussi des deals qu'ils font avec les constructeurs ou avec des sociétés de téléphonie mobile qui préinstallent la recherche Google sur leur téléphone et qui attribuent une part des profits à ses partenaires. Donc, si vous êtes, par exemple, je dis au hasard, SFR et que vous sortez un téléphone exclusif SFR, si vous avez la barre de recherche Google, vous avez une partie des profits que vont générer ces recherches. Donc, c'est une sorte de pratique anticompétitive parce qu'on utilise un produit pour, entre guillemets, vendre ou en faire donner un avantage à un autre. En l'occurrence, ils utilisent Android pour donner un avantage à la recherche. Et enfin, 3e pratique, ils ont des deals avec des constructeurs qui spécifient que s'ils veulent utiliser la version d'Android de Google, ils n'ont pas le droit de faire des téléphones avec d'autres OS, que ça soit des OS qui viennent de la version open source d'Android ou pas. Que ça soit donc des Android forkés ou un autre OS. On aurait pu imaginer, par exemple, à l'époque de Windows Phone, qu'ils auraient dit si vous voulez faire des téléphones avec nous, vous ne pouvez pas travailler avec Microsoft. Toutes ces pratiques ne sont pas forcément illégales en soi, même si certaines peuvent faire lever des sourcils à certains. Mais par contre, à partir du moment où on a une situation de monopole, elles deviennent illégales parce que, comme je le disais, elles donnent un avantage dans un domaine en se servant d'un autre où on est déjà installé et il est difficile d'avoir de la concurrence. Donc,
avec tout ça, l'Union européenne a décidé que Google devait payer cette amende et en plus, évidemment, mettre fin à ces pratiques dans les 90 jours. Google répond « Ah, mais vous vous rendez pas compte, nous, avec Android, on a offert beaucoup de choix au monde, on a plus de choix aujourd'hui qu'on n'en a jamais eu. » Ils arguent du fait, qui est pas faux, qu'ils ont aussi une version open source d'Android que n'importe quel constructeur peut utiliser, forquer, modifier et utiliser sans en rendre compte à Google. D'autres sources, d'autres analystes disent bah de toute façon c'est un peu trop tard maintenant, ça va pas faire grand-chose, ça fait 5 ans que Android domine de cette manière, c'est pas ces changements-là qui vont permettre à quoi que ce soit de changer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Gaël, peut-être? Est-ce que, d'une part, c'est justifié, et d'autre part, est-ce que ça va changer quelque chose à la situation? Si on revient à la même histoire qu'il y avait pu y avoir avec Microsoft auparavant, donc j'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil, puisque c'est la même histoire. Hein. Microsoft avait le monopole, on leur a demandé d'enlever les OS des ordinateurs, donc on demande exactement la même chose aujourd'hui à Google qui est en situation de monopole. Ouais, la différence, il y avait les OS et comme tu le dis, il y avait aussi cette histoire avec le Windows Media Player qui était inclus dans Windows et Internet Explorer. Vous vous souvenez? Et Internet Explorer. Ouais, exactement. Et depuis, du coup, Internet Explorer a perdu beaucoup de parts de marché quand il a fallu l'enlever. En tout cas, proposer un autre choix. Ouais, c'est ça, quand il y avait le carrousel. Mais tu sais, je pense que beaucoup de gens diraient la raison pour laquelle Internet Explorer a perdu des parts de marché, c'est parce que Chrome est arrivé et qu'il était meilleur, et pas parce qu'on a eu le carrousel. Je pense que c'est une combinaison des deux, effectivement. Ouais, tout à fait. Le seul truc, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, la différence, c'est que là, on parle d'un OS mobile qui a un ID derrière, et ce qui fait que ton usage, la stickiness, la barrière à l'entrée est beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'utilises, s'il faut que tu transfères toutes tes images, toutes tes données, etc., tout ce qui est dans le cloud de l'OS, changer va être différent. Donc pour eux, pour Google, l'important, c'est vraiment d'avoir l'usage. Donc si tu veux, quand le législateur se réveille un peu trop tard et que du coup, Google a l'occasion de faire appel, ce qui va leur faire regagner encore quelques années avant qu'il se passe quelque chose, ils vont gagner effectivement des users et c'est exactement ce qu'ils veulent. Donc moi, je me pose surtout la question du législateur qui se réveille toujours un peu trop tard. Parce qu'on l'avait quand même tous vu venir bien avant. Et pour l'avoir vécu et donner la petite anecdote, parce que moi j'ai vécu la perquisition chez Google en France début 2014, où j'ai vu donc toute la police arriver avec leur gilet pare-balles à l'intérieur des locaux, nous enfermer dès le matin 8h jusqu'au soir, pour pas qu'on sorte. Ah oui, vous avez interdiction de sortir des locaux. Exactement, tu peux pas sortir avec les ordinateurs et sortir de l'information dehors. Sauf que là, on se rend compte que les législateurs, en tout cas les experts qui sont censés venir, ne sont pas forcément de gros experts. Ils étaient déjà venus, je crois, quelques années auparavant, et ceux qui y étaient m'avaient raconté qu'ils étaient venus, ils avaient pris les ordinateurs et ils avaient rien trouvé dans les ordinateurs, donc ils n'avaient pas encore conscience que tout était dans le cloud. Donc ils avaient perquisitionné des ordinateurs et ils n'avaient rien trouvé, puisque effectivement, quand tu travailles chez Google, tu mets tout sur ton Google Drive, tu mets rien dans l'ordinateur au cas où tu le perdes. Donc ils ont déjà perdu plusieurs années avant de comprendre qu'il fallait chercher dans le cloud et pas dans l'ordinateur. Bon, j'imagine que certains ont compris quand même à un moment. Donc effectivement, en 2014, ils avaient compris, mais ce qu'ils cherchaient, effectivement, pareil, on le sent, ils n'ont pas du tout l'expertise et ils savent pas ce qu'ils cherchent en fait. Je sais pas si je caractériserais les choses de cette manière. T'es un peu dur, je trouve, parce que au final, ils ont identifié les problèmes. Oui, ça a pris un moment, mais parce que légalement, tout prend un moment. Mais là, ils ont quand même identifié des problèmes très précis et j'ai pas l'impression qu'ils aient raté des choses. Enfin, peut-être qu'il y a d'autres choses qui se passent, mais ils ont identifié des problèmes précis qui semblent être cohérents avec leur. Tout à fait. Ils ont trouvé, mais effectivement, ils ont mis du temps à le trouver et du coup, ils ont un peu raté le coche. Donc, du coup, c'est un peu tard. Mais évidemment, l'amende est justifiée. Est-ce que 4 milliards pour Google, c'est aussi important que ça versus le fait qu'ils vont pouvoir quand même continuer, je ne sais pas, mais oui, l'amende est justifiée, comme tu dis, pour la simple et bonne raison qu'ils ont le monopole, parce que sinon il n'y a pas de problématique. Ouais. Anne-Lise, toi tu as affaire à Google régulièrement aussi, je pense, parce que dans le marketing sur le web, on est un petit peu obligé. Là, c'est un petit peu différent. Encore que le mobile aujourd'hui est très certainement la première destination pour le marketing pour les navigateurs.
c'est quelque chose qui te semble, je pose la même question, cohérent, justifié, et puis est-ce que ça va avoir un effet ? Bah, je suis de l'avis de Liel, c'est-à-dire que oui, c'est justifié, c'est certain, mais c'est sûr d'ailleurs, pour moi, c'est un peu trop tard. Je pense qu'ils auraient tout intérêt, en fait, dès le départ, il aurait fallu que ces règles-là, elles soient imposées à tous les acteurs, en fait, parce qu'effectivement, maintenant, ils sont en situation de monopole. Alors, c'est sûr que c'est facile de tirer les sirènes d'alarme, mais c'est avant, en fait, qu'il aurait fallu réagir. Et je pense que rectifier le tir, ça va être, peut-être que c'est possible, mais ça va être difficile dans le sens où, de toute façon, maintenant, les gens, ils ont l'habitude de ça. Et même si, ok, ça ne sera plus installé d'office, justement, même si ça ne sera plus installé d'office, le fait est que aujourd'hui, si on n'a pas installé Google Chrome, par exemple, et qu'on va sur google.fr, sur le moteur de recherche, c'est suggéré. Et pour quelqu'un qui n'a pas un regard critique sur ce qui se passe sur son navigateur, il y a plein de gens qui s'y connaissent pas vraiment et ils vont dire il faut que je l'installe. Ils pensent que c'est pas une suggestion, mais que c'est une obligation. Donc de toute façon, je pense que d'un côté ou de l'autre, ils rêveront toujours à faire en sorte que les gens installent ce qu'ils veulent en fait. Donc c'est un peu c'est délicat et puis de toute façon je crois aussi que pour la majorité des gens il faut que ça soit simple, la navigation sur Internet, l'utilisation d'un smartphone, etc. Donc, quand toutes les choses sont déjà installées d'emblée, pour l'utilisateur, c'est plus simple. Alors, je sais que c'est un peu tendancieux. Excuse-moi, je t'interromps, mais en l'occurrence, il pourrait, par exemple, un constructeur, je prends Samsung au hasard, il pourrait dire, OK, on va utiliser le Google Play Store et on va faire un deal avec, au hasard, Firefox, pour installer par défaut Firefox comme navigateur. C'est ça qui serait rendu possible. Et oui, bien sûr qu'il faut un navigateur. T'as raison de le dire parce que c'était le problème qu'on avait à l'époque de Windows et beaucoup de gens ont comparé les deux affaires. À l'époque de Windows qui incluait Internet Explorer et à l'époque ce qu'on disait et ce que je disais moi-même, c'était mais on peut pas vendre un OS sans avoir un navigateur Internet aujourd'hui. C'est comme, pas, vendre une télé sans télécommande ou sans pouvoir changer de chaîne. Évidemment qu'il faut un navigateur. Et c'est pour ça que la solution du carrousel avait été préconisée. Mais là, le navigateur, ça pourrait être autre chose que Chrome. Or, les deals que font Google obligent à installer Chrome. À mettre le leur. Ouais. Bah oui, c'est ça. Mais je pense qu'à la limite, peut-être que pour eux, la solution serait de dire, dans ce cas, on installe les trois gros, peut-être Internet Explorer, Firefox et puis Chrome. Mais dans ce cas, pour l'utilisateur, c'est encore plus compliqué parce qu'il va dire, lequel je dois utiliser, quoi. Non, mais encore une fois, pourquoi est-ce qu'un constructeur ne pourrait pas dire, je vais installer Firefox ou Opera ou tu vois, et n'en avoir qu'un. Ça pourrait être effectivement un choix du constructeur et une recommandation du constructeur qui se positionnerait comme expert. Non, mais t'as raison, bien sûr. Ouais. Et du coup, je vais prendre un petit peu le contre-pied parce que vous avez été assez d'accord en disant que c'était justifié. Dans l'ensemble, pour être parfaitement honnête, je pense que ces pratiques-là sont assez compliquées à tenir, surtout en situation de monopole. Mais pour le principe, est-ce que c'est justifié ? On pourrait dire que, justement, Google est extrêmement ouvert avec Android, que si on veut choisir d'autres applications, oui, l'application qui est là par défaut a une énorme force, une énorme stickiness, comme tu disais, Gaël, mais il est beaucoup plus facile aujourd'hui sur un OS mobile et sur Android d'aller chercher sur le store un nouveau navigateur, contrairement à ce que c'était avec Windows et Internet Explorer. C'était pas impossible, mais c'était un petit peu plus compliqué. Il fallait aller sur le site, le trouver, installer, télécharger le truc. Là, on va sur le store, on clique sur installer et c'est installé. Donc, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, Android est disponible en version open source qu'on peut forker, et ça, ils le donnent, entre guillemets, gratuitement. Ils retrouvent leur argent par ailleurs, mais ils le fournissent gratuitement au monde et c'est beaucoup plus que ce qu'ont fait tous les autres constructeurs. On sait à quel point Apple est fermé et
bien sûr, ils sont pas en situation de monopole, donc c'est un petit peu un bon deal. Ils disent, nous, on va prendre que 20% du marché. Alors évidemment, c'est les 20% où on fait de l'argent, donc, mais c'est bon. Nous, on prend ces 20% et puis les autres, vous vous débrouillez. On n'est pas en monopole, nous. Mais ils sont beaucoup plus ouverts que tous les autres. Il y a quand même et s'ils ne peuvent pas faire de l'argent avec cet OS, parce que si on ne leur permet pas d'installer les applications par défaut, la recherche, qui représente encore, je ne sais plus, 85% de leurs bénéfices aujourd'hui, ou de leurs revenus chez Google, s'ils n'ont pas le droit de faire des deals pour avoir des trucs de recherche par défaut sur les téléphones, ils n'ont aucun intérêt à faire Android, du coup. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une argumentation qui est celle que donne Google, une argumentation du côté de Google aussi pour dire, mais enfin, vous êtes gentils les enfants, mais nous, si on peut pas faire ça, ça sert à rien, quoi. On jette l'éponge. Non, t'as raison, et c'est ce que dit Sundar Pichai. Effectivement, c'est comme ça qu'il se défend, où il dit effectivement, nous on a investi des milliards dans Android, on l'a filé gratuitement. Après, c'est aussi ça a toujours été leur stratégie. C'est d'abord je fais le produit, ensuite je suis gratuit, et ensuite je suis payant. Mais ça a un vrai intérêt pour la communauté des développeurs. C'est une vraie question qui est très complexe. Et finalement, est-ce qu'on prend finalement ce qu'il y a de bon à prendre et on accepte finalement qu'ils fassent de l'argent derrière tout seul. Et surtout qu'ils bloquent les concurrents, c'est surtout ça qui... C'est ça le problème, c'est qu'ils bloquent les concurrents. Après, c'est vrai aussi qu'ils ont quand même cette philosophie de créer un écosystème et qui permet aussi à beaucoup de business d'en vivre. Le problème, c'est qu'après, ils ont un peu le droit de vie ou de mort sur ces business-là, et on a pu le voir aussi. C'est juste la problématique. Mais grâce à l'écosystème qu'ils permettent de créer, oui, il y a des business qui se montent là-dessus. Bon, je ne sais pas si on va réussir à résoudre cette question. Je crois qu'au final, c'est une question de où on va placer le curseur. Je crois que Google fera toujours de l'argent en gérant ce genre de deal, mais je pense aussi que alors il y a le monopole qui fait que les règles deviennent différentes, mais il y a quand même quelque chose, je dirais, pour être bien équilibré. Interdire à Google de faire des deals qui imposent de préinstaller ces applications chez des constructeurs qui utilisent Android, ça me paraît un peu beaucoup comme restriction. D'un autre côté, le fait que Google puisse dire si vous utilisez notre OS, vous n'utilisez aucun autre OS dans vos gammes de téléphones, là aussi, ça me paraît quand même beaucoup du côté de Google. Donc, s'il y en a un qu'il fallait choisir, je dirais, il faut interdire à Google d'interdire aux constructeurs d'utiliser d'autres OS. Est-ce qu'il faut interdire à Google de faire préinstaller ces applications quand les constructeurs utilisent le Play Store ? Je suis peut-être un poil moins convaincu, mais en même temps, cette question de monopole change tout, quoi, parce que c'est vrai que les constructeurs doivent utiliser Android aujourd'hui. C'est pas possible de ne pas proposer un téléphone sous Android. Apple ne vend pas son OS à qui que ce soit, donc de par le fait qu'il soit tellement présent, et peut-être que ça a joué, toutes ces histoires sur le fait que Windows Phone n'ait pas réussi à s'imposer. Je pense que Windows Phone avait d'autres problèmes, mais peut-être que ça a joué. Aujourd'hui, concrètement, ce type de contrat qui impose aux constructeurs d'inclure les applications Google s'ils utilisent le Play Store, ils sont obligés d'utiliser Android. A priori, ils sont vraiment quasiment obligés d'utiliser le Play Store, donc ils sont obligés d'installer les applications par défaut. Donc ça consolide la dominance de Google. Donc, je me suis convaincu un petit peu moi-même, je dirais, OK, il faut peut-être que... Après, ce que dit Sundar Pichai aussi, c'est que finalement, si on les oblige à plus faire ce type de deal, ils rendront Android payant. Et c'est peut-être comme ça qu'ils font de l'argent. C'est peut-être aussi... Mais c'est ça, c'est que c'est le jeu aussi un peu finalement. Enfin, on utilise Android, donc évidemment que ça va avec toute la galaxie qu'il y a autour, quoi. Enfin, je pense que quelque part, c'est un peu hypocrite, entre guillemets, de notre part de s'en plaindre parce que... Si on consent finalement à utiliser ce système, c'est qu'on est OK d'utiliser les services qui vont avec. Et d'autant que pour le coup, il n'est pas impossible de télécharger d'autres applications qui hors de Google, quoi. Donc, quelque part, je pense que c'est normal aussi qu'ils disent, attendez, on vous offre plein d'autres solutions, on vous offre ça gratuitement, de quoi vous vous plaignez.
Je comprends, ouais, non, mais je suis d'accord. Et je pense que si Android devenait payant, bah, ça serait peut-être pas la fin du monde, je sais pas. Mais en même temps, ils sont aujourd'hui tellement dominants que ça serait presque un hold-up, quoi. Je crois que je crois que c'est Annelise qui disait, ils te proposent le truc gratuitement et puis finalement, au final, ils te font payer. Bah là, c'est ça, ils proposent le truc gratuitement, ils inondent le marché et puis au final, c'est oh les mains. Maintenant, C'est ce qui s'est passé avec Google Maps. C'est ça, ouais. Donc, mais le fait qu'on puisse installer d'autres applications, c'est vrai que ça n'a jamais été aussi facile qu'avec ces OS d'installer d'autres applications et d'avoir différentes options. Par contre, ça montre la force de l'installation par défaut. Ben, l'installation par défaut, c'est obligatoirement, enfin ça a une influence énorme, et on s'en rend compte ici. Je crois que aujourd'hui, comme je disais, je me suis convaincu moi-même, peut-être qu'il faut effectivement essayer comment dire, de relâcher un petit peu la prise qu'a Google sur tous ces différents aspects de son OS. Si ça change les choses, si Android devient payant, et ben peut-être que c'est par ça qu'il faut passer, et peut-être que du coup, ça aura l'effet, j'imagine, qui est presque escompté, qui est de diminuer la part de marché d'Android à terme, et peut-être de permettre à d'autres OS d'arriver. Encore que, bon, le but, c'est pas ça. Le but, c'est de ne pas étrangler d'autres domaines avec la dominance qu'ils ont sur l'OS. Donc, c'est vraiment ça le problème des abus de position dominante. Donc, bon, bref, on n'a pas résolu la question. J'espère qu'on vous aura éclairé un petit peu sur la nature des problèmes. Si c'est pas le cas, je suis sûr qu'on en reparlera très bientôt parce que cette histoire n'est pas terminée. Parlons un petit peu de nordpress.be, tiens. Alors, cette histoire arrive en parallèle de l'affaire Benalla, que je vais pas trop commenter parce que c'est pas une émission politique. Je vais juste dire quand même, pour le cas où ce que je vais dire ensuite laisserait penser que je ne suis pas scandalisé par cette affaire Benalla, je crois que comme l'ensemble de la France, et j'espère, quelles que soient vos affiliations politiques, vous êtes quand même assez outrés par ce qui s'est passé dans cette affaire et que vous souhaitez que toute la lumière soit faite, comme on dit quand on est quelqu'un d'éduqué, sur l'affaire et qu'on aille au bout des enquêtes qui sont en cours. Donc, ça, j'espère que c'est clair. Effectivement, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement grave et je crois que c'est une affaire d'État. Ceci dit, en parallèle de l'affaire Benalla que tout le monde connaît, il y a eu une petite explosion de scandale avec Facebook et le site nordpress.be. Reprenons du début. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est que nordpress.be ? C'est un site qui se présente comme un site parodique, humoristique, qui est en réalité un petit peu moins clean que ça. C'est un site qui est entre la parodie, qui est pas toujours très drôle, qui est simplement des trucs un peu outranciers, et de la fake news. Je dis de la fake news parce que parfois ils utilisent des noms de domaine qui s'apparentent à des noms de domaine existants. Par exemple, ils vont copier l'URL du Canard enchaîné ou ce genre de choses, et ils vont mettre des gros titres qui sont outranciers sans forcément être drôles. Parfois, l'humour est discutable, mais parfois c'est carrément juste pas drôle. C'est juste un truc étrange qui est difficile à croire. Son créateur se défend en disant qu'il essaye de faire réfléchir les gens, et j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment d'affiliation politique, mais j'ai l'impression que c'est plus un troll, on va dire. En tout cas, ce qu'il écrit a l'air un petit peu trollesque, plus que vraiment humoristique. C'est pas le Gorafi, par exemple. Peut-être qu'on peut essayer de lire quelques titres. Tiens, je vais voir si je peux retrouver le site. Tac. Alors, il a fait beaucoup de bruit sur cette affaire. Il s'en délecte, on va dire. C'est des titres du genre exclusif. La chaîne parlementaire a racheté les droits des Guignols. Ok, d'accord. Et généralement, il y a le gros titre et une ligne derrière. Et il en poste plusieurs par jour, parfois jusqu'à une dizaine. Quoi d'autre ? J'essaye de trouver des titres qui
correspondrait à ce genre de choses. Bon, il y a que des trucs sur Benalla là. Ça fait genre, il y en a une quinzaine, même une vingtaine sur Benalla. Le général de Villiers, Benalla avait les codes nucléaires. Enfin, bref, là c'est que sur Benalla. Il y en avait d'autres qui, encore une fois, comme je le disais, me laissent penser. En tout cas, mon estimation, c'est que d'ailleurs, il y a des officiels pas très sérieux qui se sont laissés berner par le site et qui l'ont retweeté il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois en disant « Ah, regardez ce qui se passe dans le monde, c'est scandaleux, mon Dieu ». Donc, on est vraiment dans le schéma, en tout cas mécanique, qui est dans un schéma qui est à mi-chemin entre la parodie et la fake news, je pense, vraiment. Et comme je le disais, je pense que il se délecte le type de troller de cette manière. Alors, jusque-là, aucun problème, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a franchement pas grand-chose de grave dans ce qu'il fait. Sauf que, au cours du week-end, Facebook s'est mis à bloquer l'ensemble des publications du site. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le créateur s'est mis à crier à la censure et de nombreux responsables politiques, j'ai même eu des gens qui me l'ont tweeté en disant « Mais qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu crois que c'est acceptable que Facebook censure des trucs d'humour ?» Et il s'est présenté sous le jour de Facebook censure l'humour, voire limite en laissant entendre que c'était une censure commandée par l'État et que donc Facebook est aux ordres de l'État, machin. Alors, évidemment, comme je le disais sur Twitter, ça fait maintenant des années qu'on est en train d'expliquer, nous, technophiles, que on comprend qu'il soit nécessaire pour Facebook et Twitter et tous les gestionnaires de contenu web de contrôler un petit peu ce qui est publié sur leur plateforme. Et je pense qu'on est arrivé, pour une majorité d'entre nous, à la conclusion que oui, il faut qu'ils soient impliqués dans les décisions et dans les processus de contrôle de ce qui est sur leur plateforme. Parce que parfois, il y a des choses qui sont clairement plus que limites et des choses qu'il faut clairement supprimer ou disparaître rapidement parce que sinon, ça fait qu'il y en a partout. Le truc aussi qu'on dit, c'est qu'il faut faire très attention avec ce genre de demande, parce que si nous on le demande, eux ils ont résisté pendant très longtemps, mais si nous on le demande, il y en a tellement de ces contenus à gérer, à trier en permanence, qu'il y a forcément y avoir des moments où les algorithmes dérapent un peu et, entre guillemets, censure, mais en réalité bloque des contenus qui ne devraient pas l'être. À ce moment, qu'est-ce qui se passe ? Facebook doit y aller à la main, ou les modérateurs de Facebook doivent y aller à la main et estimer si oui ou non ça doit être bloqué ou pas. Et ça, c'est un truc dont on sait que ça va arriver. Et là où ça devient très problématique, c'est quand ce genre de choses arrive et que des gens sautent dessus en criant à la censure, à l'affaire d'État, etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu des responsables politiques qui ont hurlé à la censure et qui ont laissé entendre que l'État était impliqué dans la chose, ce qui, franchement, si l'État voulait aller censurer des titres de presse, je ne suis pas certain que c'est nordpresse.be qu'ils iraient censurer. Mais voilà, et moi, ça m'a profondément irrité, la réaction à ce troll, en fait, ou ce semi-troll, ce gentil troll ou méchant troll, qui fait tout un foin de son blocage. Oui, il pouvait se plaindre du blocage, mais enfin, il y a manière et manière de le faire. Peut-être qu'il a eu raison parce que ça s'est fait débloquer très vite, mais... Et les gens qui crient, qui tout de suite partent dans les plus grandes, dans le plus grand catastrophisme possible, et qui n'ont rien appris en fait, justement des fake news qu'ils dénoncent en permanence. Donc voilà pour le résumé un petit peu long de l'histoire. Est-ce que ce genre de choses, ce genre de réaction à de la pseudo-censure est inévitable, ou est-ce que on est dans un cas de censure ? Est-ce que vous pensez que Facebook s'est d'abord dit c'est des fake news, on va les virer, et puis ils ont fait marche arrière ? Enfin, quelle vision vous avez de la chose, peut-être, Gaëlle ? Alors déjà, juste, effectivement, je te rejoins sur le besoin de transparence qui va être fait sur cette affaire. Moi, ce que je trouve vraiment extrêmement inquiétant dans un premier temps, c'est comme toi, j'ai été contactée par plusieurs personnes j'avais pas du tout vu l'histoire, pour être honnête, j'étais hors des réseaux pendant 48 heures, et qui m'appellent en me disant est-ce que tu as vu Facebook censure l'affaire Benalla ? Donc c'était même plus censure de l'humour sur l'affaire Benalla, c'était devenu Facebook censure l'affaire Benalla, et c'était des gens
gens extrêmement éduqués, technophiles, avec qui je parle souvent justement des fake news, de savoir chercher, comprendre les sources, etc. Et c'était déjà devenu ça. Donc moi je trouve ça extrêmement inquiétant de voir comment effectivement d'une information ça passe, enfin elle se fait transformer, une fake news se fait transformer et devient de plus en plus une fake news et devient un gros effet boule de neige extrêmement inquiétant parce que vraiment c'était devenu l'affaire Benalla est censurée par le gouvernement au travers de Facebook, etc. Ouais, Donc, mais c'est invraisemblable, ça fait 2 ans qu'on parle des fake news et de comment les comprendre, les expliquer, qu'il faut rechercher un petit peu plus loin, qu'il faut pas se fier aux gros titres, surtout quand ils ont l'air aussi. Et pourtant, il y a plein de gens qui sont tombés dans le panneau, quoi. Et surtout, je te parle vraiment voilà, pour moi, de personnes qui étaient vraiment très au courant des fake news, des sources, etc. Donc c'est là où je me suis dit, oula, il y a un vrai souci, parce que même ces gens-là se font avoir. Donc déjà, c'est le premier problème. Le deuxième problème que tu évoques aussi, c'est effectivement la modération par les plateformes. Et ça, c'est un sujet extrêmement complexe parce qu'effectivement, à quel point une plateforme a le droit de dire et a la légitimité pour dire ceci est une fake news, ceci a le droit d'apparaître, ceci n'a pas le droit d'apparaître. Le problème, c'est qu'on n'est jamais content. On n'est jamais content parce que s'ils censurent, il y a toujours des gens qui vont crier que c'est de la censure et ils n'ont pas la légitimité pour le faire. Donc ils se sont toujours positionnés, que ce soit Facebook, Google, Twitter, en disant bah nous, quand il y aura une décision de justice, on censurera, mais sinon on n'a pas la légitimité pour le faire. Et je comprends cette attitude, honnêtement, parce que dès que, par contre, ils enlèvent quelque chose, ça devient de la censure. Et on le voit notamment avec Facebook qui a censuré des œuvres artistiques, etc. Et tu te dis, effectivement, de quel droit ils enlèvent ce genre de contenu. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus loin de ton micro, Gaëlle ? Ça pop un peu. Pas de souci. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est toujours le problème. Et en particulier quand, et comme on l'évoque souvent dans l'émission, il y a des questions de culture différentes. Un truc qui est considéré comme indécent aux États-Unis n'est pas considéré comme indécent ici. On le voit beaucoup avec la nudité, en particularité dans les œuvres d'art. Donc oui, c'est compliqué. Voilà, donc du coup, et en ce qui concerne la pseudo-censure dont parle Nordpress, Facebook s'en est expliqué en disant que c'était un problème technique, que ce n'est pas la première fois que ça arrive, et que c'était absolument pas une censure, bien évidemment. Mais et c'est pour ça que, ça a pris peut-être quelques heures, ou 24 heures au plus tard, et la question du problème technique, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur le fait que Nordpress poste pas mal, et a un schéma mécaniquement qui ressemble beaucoup à celui des mimes et des fake news, etc. Donc c'est pas surprenant qu'il soit pris dans les mailles du filet. Mais Anne-Lise, je me tourne vers toi, vers l'Ouest, vers l'espoir de l'Amérique. Trouve-nous une solution à tout ça. Est-ce que Bon, je plaisante, évidemment, il n'y a pas de solution, mais qu'est-ce que tu en penses ? Mais ce que je pense, c'est que moi, en tout cas, j'y vois une belle stratégie marketing de saisir cette opportunité de pas de chance, de tout fait prendre pour crier à la censure et que du coup, tout le monde va parler de moi. Parce que personnellement, j'avais jamais entendu parler de ce site et je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont découvert suite à cette affaire. Mais du coup, ça va lui apporter une visibilité incroyable. Donc, il aurait été, entre guillemets, bête de ne pas en profiter. Parce qu'en criant à la censure, c'est le meilleur moyen d'attirer l'attention, en fait. On sent la professionnelle du marketing. C'est vrai que Nordpress, peut-être que certains d'entre nous en avaient vaguement entendu parler à l'époque où je ne sais plus quel parlementaire avait repris une fake news ridicule en disant c'est scandaleux. Mais franchement, on le connaissait pas. Aujourd'hui, c'est sûr que ce week-end, en tout cas, tout le monde connaît le site Nordpress. C'est pas faux. Et quand tu regardes les choses de son point de vue, lui, il est un petit peu trollesque, il veut un petit peu mettre des coups de pied dans la fourmilière. Je sais pas si on peut lui prêter des intentions aussi nobles que ça, mais bon, pour lui, c'est tout bénef. Et c'est effectivement, ça aurait été impensable de ne pas capitaliser sur sur cet accident. Ouais, c'est une belle vision de la chose à laquelle j'avais pas forcément pensé. En tout cas, il y a juste pour finir, il y a juste peut-être une solution quand même à tout ça, c'est quand même l'éducation et l'éducation numérique. C'est-à-dire qu'il faut éduquer les enfants effectivement pour l'avenir, mais nous aussi, les adultes, à tout ça. Et on nous dit souvent, il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Il faudrait trouver 7 sources différentes avant de partager une information, tu vois, pour éviter ce genre de choses.
Oui, complètement, complètement. Et oui, non, mais je suis complètement d'accord. Et ce qui me déprime, c'est effectivement que ça fait plusieurs années qu'on est victime de ce genre de tromperie et que au début, enfin, fool me once, shame on you. Fool me 15 times, bah oui, shame on me, quoi. On se laisse prendre à chaque fois et encore et encore. Bon, j'ajouterai un dernier petit commentaire qui vire un tout petit peu vers le politique, mais je pense qu'il est important à noter, c'est le fait que tu disais, Gaël, je crois, il y a toujours des gens pour aller gueuler sur tel ou tel truc. Moi, j'ai même tendance à dire que c'est toujours les mêmes qui gueulent, qui sont outrés, qui crient au scandale sur tous les trucs. Je veux dire, on a eu beaucoup de gens, et je vais pas dire les noms, mais je vais citer les formations. On a eu beaucoup de gens de la gauche et de la droite à leurs extrêmes. Je sais que les France Insoumise n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont d'extrême gauche, alors je vais pas le dire, mais France Insoumise et Front National qui se sont construits une défense politique en accusant la presse de tous les maux, d'être aux ordres du pouvoir, de dire qu'on n'avait pas une presse libre en France. J'ai eu des engueulades sur Twitter, pas des engueulades, des discussions sur Twitter avec des gens qui m'ont maintenu que la France était un pays qui n'était absolument pas libre de sa presse, etc. Et en comprenant très mal des classements de Reporters sans frontières qui ne disent pas ce qu'ils pensent qu'ils disent, enfin bref. Et tous ces gens-là, tout à coup aujourd'hui, quand une fois de plus on a une affaire qui explose sur la scène politique, maintenant son beau jeu de capitaliser sur le scandale qui a été levé par des gens qu'ils accusaient de tous les maux et de corruption et de tout ce que vous voulez, je trouve ça un petit peu limite, mais bon. Et ce sont ces mêmes gens de droite et de gauche qui sont allés hurler au scandale et à la censure dans cette affaire de NordPress sans vraiment la comprendre. Alors pourquoi je dis ça ? C'est pas forcément pour mettre l'opprobre sur la France Insoumise et le Front National. C'est pas le sujet. Mais ce que je constate, c'est que les gens qui gueulent le plus fort, j'ai l'impression en tout cas, peut-être que c'est une constatation qui n'est pas générale, mais j'ai l'impression que les gens qui gueulent le plus fort sont ceux qui gueulent sur tout sans vraiment prendre le temps de tourner leur langue cette fois dans leur bouche ou de trouver 7 sources différentes. Donc, s'il y a une leçon à retenir, je dirais que c'est le fait que si on veut prendre un petit peu de recul, il faut presque prendre quelqu'un qui gueule comme un avertissement à être prudent et à se dire « Oula ». Est-ce que ça vaut vraiment la peine de gueuler ? Donc, se méfier des gens qui gueulent tout le temps, quoi. Tu as bien raison. Bon, bah écoutez, on va avancer. Après ces gros sujets, on va passer à notre partie news et rumeurs. Et avant ça, je vais profiter de notre petite pause pour vous rappeler que l'émission est financée entièrement par Patreon. Et Patreon, c'est un système hyper sain, alors là, qui ne fait scandale avec personne, que tout le monde approuve évidemment, qui permet aux gens qui aiment certains créateurs, certains podcasteurs, certains YouTubers, de leur financer ce qu'ils font, ce qu'ils produisent. On peut donner la somme qu'on veut pendant le temps qu'on veut pour le nombre d'émissions par mois qu'on veut dans le cas du Rendez-vous Tech. C'est très simple, vous choisissez de donner le prix d'un café ou le prix d'une bière ou ce que c'est pour 2 épisodes par mois par exemple ou 3 épisodes par mois et vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Vous allez sur patreon.com, vous voyez ce qui vous intéresse. Il y a des récompenses aussi qui sont accessibles, notamment l'accès au Slack où on s'amuse bien tous ensemble à discuter de tous les sujets et vous vous abonnez, à la fin du mois, eh bien vous êtes débité pour le nombre d'épisodes auxquels vous avez participé et vous avez la fierté, la joie, le bonheur d'avoir permis à cette émission d'exister. J'entends même murmurer dans certains coins de l'internet que le fait de participer au financement du Rendez-vous Tech rendrait plus beau, voire plus intelligent. Je ne sais pas si c'est confirmé. C'est confirmé. D'accord, ben voilà, des avis totalement indépendants. Et donc, j'aimerais remercier aujourd'hui spécifiquement Martin Sikink, Y Vigilant, Will O, William Picard, Dr Demanjon et Franck Artero. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Bon, on va continuer avec des petites news rapides, un petit peu plus tech, j'allais dire bas du front, mais non, technophile et device avec Samsung qui sortirait enfin un téléphone pliable comme un pliable comme un portefeuille l'année prochaine. Donc ça arriverait
en début d'année prochaine. Donc, si vous rêviez d'un téléphone pliable, attendez encore un petit peu parce que le téléphone Samsung pourrait arriver assez vite quand même, d'ici 6-9 mois, on va dire. Et c'est un 7 pouces. Donc, vraiment un gros téléphone du coup, mais qui est pliable, donc qui prend pas beaucoup de place. On a Microsoft on a des rumeurs sur les consoles Microsoft qui devraient arriver en 2020 là, donc c'est pas si loin que ça, mais on est à 2 ans on va dire. Et il y aurait 2 versions. Et là où ça devient intéressant, c'est avec ce qu'ils font du streaming de jeux vidéo. Le nom de code c'est Scarlett, le Scarlett Cloud. Et donc il y aurait 2 versions de la console, mais une version qui jouerait les jeux traditionnel sur sur Blu-ray ou sur disque classique et le streaming, et une version moins chère qui ferait uniquement le streaming. Tous les jeux seraient disponibles sur les 2 versions, hein, donc il n'y a pas genre tel jeu, il est disponible que sur telle ou telle version. Mais ce qui est intéressant, c'est que la version uniquement streaming qui serait moins chère, qui serait une petite box, inclurait quand même du calcul, un processeur pour calculer certains éléments du jeu de manière à réduire les problèmes de latence. Et l'un des éléments qu'il calculerait serait les problèmes de collision, qui est ce qui est le plus impacté par la latence de la connexion Internet. Donc, à voir ce que ça donnera. En tout cas, Microsoft est en train d'augmenter ses revenus de manière substantielle dans le domaine du jeu, peut-être en partie grâce à la sortie de la Xbox One X, mais Microsoft est en train de préparer l'avenir en tout cas. Et cette solution d'avoir un processeur qui va calculer une partie du jeu sur la box de streaming est une solution assez intéressante. Donc je suis curieux de voir ce que ça donne, comment ils vont réconcilier les deux, l'image et ça sera très intéressant à voir. Pour finir, dans le domaine hypertech, on a Fuchsia. Vous savez ce que c'est que Fuchsia, bien sûr, c'est l'OS de Google qui est prévu pour être... on ne sait pas exactement ce que ça va être, mais c'est un OS sur lequel travaille une grosse équipe d'ingénieurs, ils sont plus d'une centaine, et ils prévoient le développement de Fuchsia, qui est un tout nouvel OS. Certaines parties sont en open source, donc on sait vraiment qu'il existe, et ils envisageraient de l'utiliser sur tout un tas d'appareils différents, de l'objet connecté à peut-être à terme un remplacement pour Android. Et alors bien sûr les hauts placés disent non Android on change rien, tout va bien Android, c'est très bien, on va pas imaginer un changement d'OS du tout, mais ils sont on a la confirmation en tout cas que c'est très très sérieux et qu'ils sont en cours, ce qui du coup nous ramène un petit peu à la question qu'on évoquait tout à l'heure, est-ce que c'est pas déjà trop tard, ils sont déjà en train de passer à la suite, mais l'idée ça serait de rafraîchir tout ça et d'avoir un OS entièrement nouveau. Et ils sont vraiment en train de travailler dessus, à voir ce que ça donnera. Tiens, il y a un article que tu m'avais envoyé, Gaël, qui était assez intéressant sur la manière dont les robots vont modifier la psychologie humaine. C'est un article du Monde. Et c'est Serge Tisseron, donc, qui est un robotologue, c'est un psychiatre, un docteur en psychologie, qui dit en fait de la même manière que la médecine ou l'alimentation ont changé notre corps, les robots et l'intelligence artificielle risquent de changer notre psychologie. Et j'ai trouvé ça hyper intriguant, d'autant plus que je suis en train de lire le cycle des robots de Isaac Asimov, donc ça m'a vraiment marqué. Qu'est-ce qu'il en pense de tout ça, Serge Tisseron ? Alors écoute, Serge Tisseron, en fait, l'article dont tu parles est une interview qui est basée sur son livre qui s'appelle Le jour où mon robot m'aimera, qui est un livre passionnant à lire après, je te le recommande si tu veux le lire derrière. Et en fait, effectivement, il dit qu'il y a 4 domaines qui vont être bouleversés par les intelligences artificielles ou les machines intelligentes, comme il le dit. Les 4 domaines, c'est la satisfaction de nos désirs. Donc en fait, on va être de plus en plus impatient puisqu'on a tout à portée de clic. Notre rapport à la solitude, ce qui est déjà le cas quand tu prends le métro, tu vois que tout le monde est sur son smartphone, mais quand en plus ça sera une intelligence artificielle qui répondra, on aura de plus en plus de mal à être seul. La mémoire évidemment, puisque notre robot pourra tout savoir pour nous. Et ce qui est intéressant aussi, c'est notre rapport à l'espace, puisque déjà aujourd'hui avec les GPS, on n'est plus capable de vraiment se situer. On n'est plus capable de se situer dans le monde puisqu'on nous emmène d'un point A à un point B sans avoir besoin de réfléchir. Mais surtout, ce qui est intéressant dans son livre, il a plein
plein de concepts qui sont passionnants. Je vais juste en reprendre deux qu'il évoque, qui sont les deux grands enjeux de la robotisation. La première chose, c'est l'empathie artificielle. Donc l'empathie artificielle, c'est quoi ? C'est la simulation de l'émotion, en fait. Donc les robots, avec une voix humanisée, les regards, les gestes, vont nous rassurer, c'est ce qu'il dit. L'IA fait peur, mais l'empathie artificielle rassure. Et il parle du danger, en fait, du fait que du coup, on ait une empathie de l'homme vers nos robots. Et il prend l'exemple de l'armée américaine qui ont déjà des robots démineurs et pour lesquels les soldats en fait se prennent de passion, je dirais, les traitent comme des animaux domestiques et sont même prêts, il y en a eu, qui sont allés carrément essayer de sauver leurs robots démineurs. Oh là là. Donc c'est problématique. Du coup, l'armée américaine a organisé un programme pour éduquer les soldats sur qu'est-ce que c'est qu'un algorithme d'intelligence artificielle pour démystifier tout ça et pour qu'ils arrêtent en fait d'avoir de l'empathie pour leurs robots. Donc ça, c'est la première problématique. Et l'autre problématique, c'est de savoir que si on veut des hommes comme des robots, on va finir par vouloir des hommes qui se comportent en robots. Et donc du coup ça aussi c'est problématique et il parle également des choix préprogrammés justement par la vision du monde des programmeurs qui vont gérer ces intelligences artificielles et cette empathie artificielle et qui du coup nous amène, si tu veux, au concept de savoir en fait c'est pas l'IA en fait qui est une problématique, mais c'est bien le problème de système de valeurs qui est associé par les concepteurs. Et pareil, je vais te prendre un exemple plutôt très parlant, c'est la voiture autonome. Si tu prends l'algorithme d'un véhicule autonome et qui doit choisir à un moment donné s'il va y avoir un accident, des piétons qui passent, une maman avec un bébé et un petit enfant, exactement. Du coup, quelle décision va être programmée ? Est-ce que c'est les piétons qui vont être tués ? Est-ce que c'est toi dans la voiture alors que c'est ta propre voiture ? Est-ce que tu vas acheter une voiture qui va te tuer ? Ou est-ce que c'est les assureurs qui vont dire on veut le moins de dommages à la bagnole, donc programmez-nous quelque chose qui a une décision dans ce sens-là. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Et ça porte, juste pour finir, sur le droit, justement, à avoir des systèmes ouverts, modifiables et reprogrammables, pour pas qu'on soit en fait limité par le programme de celui qui l'a conçu. Et je trouve ça passionnant. C'est vrai, on pourrait faire un épisode sur ces sujets et l'empathie qu'on peut avoir pour un robot est quelque chose de vraiment problématique. C'est marrant parce que justement dans le livre que je suis en train de lire, ou plutôt d'écouter, j'écoute des livres sur Audible, c'est sur des audiobooks, il parle à un moment du fait que il y a un robot qui est humanoïde, et il doit se rappeler lui-même que c'est un morceau de machine, et bon, ça pose la question de la conscience, de la sentience, etc. Mais clairement, là, on n'y est pas encore. Et pourtant, c'est vrai qu'on peut avoir une certaine empathie pour ces bestioles. Il y a tout plein de problèmes qui sont évoqués. Tu parlais de la manière dont les gens vont programmer les appareils ou les robots. Dans le même type d'idée, on a vu depuis quelque temps une série de levées de boucliers s'opérer contre la reconnaissance faciale. Alors là, c'est pas les gens qui programment les trucs, c'est à partir de la donnée. Étant donné que on a, la reconnaissance faciale est beaucoup moins efficace pour reconnaître les personnes de couleur. Et donc, il y a des gens qui sont responsables de ce genre de truc aux États-Unis, qui sont en train d'appeler le gouvernement à réguler la chose. Et Dieu sait que c'est rare d'avoir aux États-Unis des gens qui vont appeler à la réglementation par l'État, parce que justement, ils sont moins fiables avec certaines catégories de personnes. Et il y a un autre exemple qui a été pas mal relayé, on commence à s'en éloigner un petit peu, mais c'est quand même intéressant. Si vous allez aujourd'hui dans Google Traduction et que vous tapez vous tapez des termes qui n'ont aucun sens, eh bien, dans certains langages, il y a les traductions qui vont ressembler à des sortes de prophéties religieuses qui n'ont pas de sens non plus, mais qui ressemblent vraiment à des messages mystiques. Et un exemple qu'il donne, c'est, je crois que c'est en maori, si on tape doc 19 fois, voilà, j'ai l'exemple dans l'article de Motherboard, on tape doc 19 fois, si on
on traduit du maori à l'anglais, ça dit Doomsday clock is 3 minutes at 12. We are experiencing characters and the dramatic developments in the world, which indicate that we are increasingly approaching the end of times and Jesus' return. Et le truc qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que on pense que la raison pour laquelle ça donne ça, c'est que d'une part, les intelligences artificielles font des recherches récursives et essayent absolument de trouver un sens à quelque chose qui n'en a pas. De la même manière que vous vous souvenez quand on avait fait notre épisode spécial sur le machine learning, on avait parlé des rêves de l'intelligence artificielle où ils essayaient de trouver des patterns, des symboles qu'ils connaissaient dans du vide, et donc ça donnait des images complètement psychédéliques avec des morceaux d'animaux, des morceaux de trucs qu'on reconnaissait. Et bien là, ils essayent de trouver du sens, et l'une des raisons pour lesquelles on arrive sur ce type de discours, c'est que dans ces langues dans lesquelles on n'a pas beaucoup de textes qui existent dans les deux langues, en fait, dans l'anglais et le somali ou l'anglais et le maori, eh bien, l'un des textes qui est disponible, c'est la Bible. Et donc, ils ont utilisé notamment la Bible, d'autres choses, mais moins que dans d'autres langues, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, pour entraîner leurs intelligences artificielles, et ça a donné ce genre de choses. Alors, facile de comprendre que c'est un petit peu du n'importe quoi, mais il n'empêche que ça donne vraiment ça pointe du doigt le fait que il faut faire attention à comment on fait la sauce, parce qu'au final, ça détermine le goût, quoi. J'espère que cette... Ouais. Il y a un autre point aussi qui était souligné dans l'article sur un peu le côté domination possible de la machine sur l'être humain, et justement au travers de l'exemple de la voiture autonome, sur le fait que normalement donc c'est automatique, mais que l'être humain derrière est censé pouvoir réagir dans certaines situations, et que il donnait l'exemple que si au bout de 3 fois, eh bien la personne ne réagissait pas parce que elle est en train de regarder je sais pas quoi sur son téléphone ou en train de faire une sieste, du coup la voiture pourrait exiger que la prochaine fois que le véhicule est pris, eh bien, ça soit la commande manuelle. Donc, un peu une sanction, en fait, de la machine sur le comportement de l'être humain. Et je trouve que ça, c'était quand même un risque qui était dénoncé et qui était vraiment intéressant, parce que, du coup, ça joue sur la culpabilité, la machine c'est la sanction, quoi. Ouais. Mais je pense que tous ces sujets sont hyper intéressants, et on va se plonger dedans dans les années à venir. Et je pense qu'on apprend. Il y a un des éléments qui est hyper intéressant, qui est celui de la mémoire. L'une des manières dont notre psychologie va être affectée, comme tu le mentionnais, Gaël, c'est le fait qu'on va plus avoir besoin de se souvenir de quoi que ce soit. Et on le dit souvent quand on parle du net, on va dire ah bah oui, on peut, si toute information est à portée de doigts sur notre smartphone, bah on n'a plus besoin de se souvenir des choses. Et voilà, les jeunes d'aujourd'hui, ils savent plus rien, machin. Moi, à chaque fois, ce que ça me rappelle, c'est le fait qu'il fut une époque où on ne pouvait pas conscrire notre connaissance dans un livre. Et ce qu'on savait, c'est juste ce qu'on avait dans la tête. Et quand les livres sont arrivés, c'était d'une certaine manière une méthode pour vider ce qu'on avait dans la tête, les histoires, à l'époque, c'était peut-être que des histoires, mais certaines connaissances techniques, etc., et les mettre dans un livre pour pas avoir à tout avoir dans la tête en permanence et pouvoir se référer à un livre. Est-ce que finalement c'est complètement différent ? Je crois que on va apprendre beaucoup de choses, ce qui marche et ce qui marche pas, et c'est hyper important que des gens comme Serge Tisseron s'y intéressent et surveillent les choses. Et d'ailleurs, je l'ai appris il y a pas longtemps, un comité dans l'Union européenne qui s'intéresse à la robotique. Et qui définit ce que c'est qu'un robot, définit justement la manière dont la responsabilité, notamment pour les voitures autonomes, comme vous l'évoquiez toutes les deux, doit être attribué, comment définir ce que c'est qu'un robot, donc à quel degré d'autonomie, quel apprentissage, etc. Comment est-ce qu'il apprend, est-ce qu'il a des senseurs, et il y a un comité dans l'Union européenne qui s'intéresse déjà à ces sujets. Je pense que c'est hyper important qu'on le fasse, quoi. Oui, c'est sûr. Mais surtout, j'espère qu'ils sauront mettre des règles avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, c'est surtout ça. C'est ça. Mais je crois que d'une certaine manière, c'est difficile de mettre
peut-être toutes les règles. Des règles, oui, mais est-ce que ça sera les bonnes avant qu'il soit trop tard? Est-ce qu'on va pouvoir avoir les bonnes règles avant de se rendre compte de quels sont les problèmes qui sont posés? Je crois que c'est la marche du progrès. On a forcément des accidents et on est en train de le vivre aujourd'hui avec les fake news. Moi, j'ose espérer que tous ces problèmes de fake news, c'est des problèmes qui se posent maintenant parce qu'on apprend à utiliser tous ces outils de communication et que dans 10 ans ou 20 ans, on saura comment ça marche et on aura d'autres problèmes qui se poseront à ce moment. Mais est-ce que c'est inévitable? Moi, je crois. Mais je crois aussi que on apprend, quoi. Justement, Gaëlle, toi qui est... Ouais. C'est exactement ça, c'est que c'est vraiment l'enjeu, c'est d'apprendre à nos enfants, ces nouvelles générations qui doivent apprendre finalement à avoir des pensées qui sont aussi complexes et à savoir comment ils vont, parce que c'est eux qui vont faire tout ça, c'est eux qui vont utiliser tout ça, nous aussi d'une certaine manière, mais c'est surtout eux et c'est eux qu'il faut éduquer à penser autrement, même leur rapport au savoir. Est-ce qu'on sait nous comment il faut penser avec ces nouveaux outils? J'en suis pas. On est en train d'apprendre en fait. On n'a pas de recul. On est en train d'apprendre en marchant, bien sûr. Ça, non, mais il faut au moins aller dans cette direction et se dire qu'il faut en avoir conscience et il faut essayer. Comme tu dis, on va tâtonner, mais il faut le tenter parce qu'on ne peut pas juste rester à regarder. Bon, un petit peu plus enthousiasmant, Best Buy, vous connaissez peut-être cette chaîne de vente d'électronique aux États-Unis qui on pensait... Au Canada aussi. Et au Canada, tu vas peut-être faire tes courses chez Best Buy régulièrement. Et d'ailleurs peut-être... Non, parce que c'est trop cher. Ah, d'accord. Mais écoute, c'est peut-être plus cher, mais ce qu'ils font, ils proposent des services et tout le monde pensait... Alors, pour schématiser, c'est un petit peu Darty, on va dire. On peut dire ça, c'est un petit peu comme Darty, Anne-Lise? Oui, c'est exactement ça. Ouais. Et bon, tout le monde pensait qu'ils allaient se faire bouffer par la vente en ligne. Et figurez-vous que en fait, ils vont pas si mal, notamment grâce à plein de choses, mais notamment grâce à un nouveau service qu'ils ont développé qui s'appelle les Personal Chief Technology Officers, donc les Personal CTOs, qui sont en fait une équipe d'aide hyper spécialisée, hyper prévenants, avenants, polis, qui vont chez vous et qui vont vous apprendre à utiliser les objets, vous installer vos objets technologiques. Alors bien sûr, on ne parle pas forcément d'un frigo ou d'une machine à laver, encore que, mais surtout des objets tech, ordinateurs, boîtes de streaming, etc. Et qui vont vraiment être là pour résoudre vos problèmes. Et l'article de Bloomberg est vraiment intéressant sur le sujet. Il détaille à quel point l'idée du service est importante pour cette brigade Alors il y a le Geek Squad qui existe depuis longtemps, qui est un petit peu juste pour réparer des trucs, mais là c'est vraiment, ça va plus loin, c'est du service à la personne. Et en lisant le truc, je me suis dit mais il y a plein de gens qui pourraient faire le choix peut-être d'aller chez Best Buy pour bénéficier de ces services en plus, un petit peu de la même manière que Amazon a Amazon Prime qui va vous livrer rapidement. Là, tu te dis, je vais aller chez Best Buy parce que au moins si j'ai un problème, je sais qu'il y a quelqu'un qui pourra venir m'aider et de manière efficace. Alors oui, c'est un peu plus cher, mais j'ai le service qui va avec. Et c'est hyper intelligent de leur part à Best Buy de s'engouffrer dans cette voie que finalement ils sont un petit peu les seuls à pouvoir combler, à pouvoir proposer, même si visiblement Amazon est en train de s'y mettre aussi. Mais bon, Amazon ils font tout de toute façon. Mais moi je trouve que c'est hyper malin et je pense que ça peut aider, en plus de plein d'autres mesures, à donner une valeur ajoutée au commerce, quoi, s'il y a ce genre de services qui sont proposés. Ah, c'est clair. Mais ils ont raison parce que pour le coup, justement, je disais que c'était trop cher en rigolant. C'est pas que c'est trop cher, mais c'est qu'il y a certains produits qui sont effectivement plus chers en boutique que sur Amazon. Et c'est bien ça leur problématique, en fait. C'est qu'ils sont pas assez compétitifs vis-à-vis d'Amazon. Donc, autant aller sur quelque chose que Amazon ne peut pas offrir, en tout cas pour le moment, qui est l'être humain. Ouais. Avoir la possibilité de travailler avec un être humain. Et c'est un peu comme je disais tout à l'heure par rapport à Google et au fait que il y a des gens qui savent pas faire la distinction sur certaines choses. C'est qu'on oublie qu'il y a des gens qui n'ont pas la technologie infuse et pour qui c'est compliqué. Des choses simples sont compliquées. Et anecdote de cliente, j'ai des clientes qui ne savent pas comment, par exemple, programmer des posts sur Facebook. Enfin, tu veux dire programmer pour qu'il soit publié automatiquement.
Ouais. Voilà. Donc, on oublie qu'il y a des choses qui sont très simples, mais qui sont pour des personnes compliquées. Donc, le fait de pouvoir offrir un service à la clientèle, c'est une vraie plus-value, c'est une vraie valeur ajoutée et qui, pour le coup, je pense, peut vraiment leur permettre de se distinguer d'Amazon jusqu'à ce qu'eux aussi se mettent à faire ça. Mais effectivement, c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à payer plus cher pour pouvoir être accompagnés, pouvoir être aidés, et ils ont vraiment raison d'aller dans ce sens-là, je pense. Moi, je me demande si... Alors évidemment, quand on fait ce type de service, on a toujours un problème avec le type qui va pas comprendre, le monsieur qui est un petit peu vieux, qui comprend pas très bien ce qu'on lui explique, etc. Mais je me demande si... Peut-être que Darty, c'est pas exactement leur ADN, mais une boutique comme la Fnac... je me dis que c'est un service qui pourrait tout à fait mettre en place, et je me demande d'ailleurs s'ils n'ont pas l'installation qui peuvent vendre, mais c'est différent, hein, vraiment. Anne-Lise, je pense que tu seras d'accord, quand on lit l'article, c'est quelque chose qui est vraiment... C'est difficile à décrire, mais c'est orienté vers le service, quoi. Ils disent... Je crois dans l'entraînement, ils disent il faut faire très attention à être avenant. On enlève les chaussures, on se lave les mains. Enfin, je sais pas si c'est spécifiquement les détails, mais c'est dans cet esprit. Donc c'est plus que juste de l'installation. C'est un service à l'américaine ou à la nord-américaine, je sais pas. Ouais, c'est vraiment, je trouve, le rapport humain. Enfin, c'est plus qu'un technicien, en fait, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est pas, un technicien qui vient faire son installation et qui repart, c'est un vrai service à la clientèle, on est souriant, on parle, on prend le temps, etc., quoi. Ce qu'on perd un peu peut-être dans nos sociétés. C'est vrai, oui, non mais c'est vrai, c'est sûr. Un jour il y aura les robots pour faire ça, donc ça sera plus simple. Mais jusqu'à ce que les robots aient pris aussi ce boulot-là, peut-être qu'il y a un moyen de faire remonter un petit peu l'attractivité de certaines enseignes. Non, mais l'air de rien, c'est vraiment une belle adaptation à la transformation digitale de cette boîte, parce qu'ils ont effectivement tout compris, c'est l'expertise versus le commercial, hein, et c'est effectivement ce qu'on recherche aussi, c'est ce qu'on passe aujourd'hui par le social selling, hein, c'est effectivement tous les commerciaux qui sont présents sur LinkedIn pour se positionner comme experts pour leur marque, et c'est exactement ce qu'ils font, sauf que eux, c'est pas en ligne, c'est en vrai, et avoir un personal CTO, mais j'en rêve pour mes parents, ça sera plus moi. C'est ça, on est tous le personal CTO de la génération d'avant, en fait. Ouais. Nous plaignons pas trop quand il y aura des trucs holographiques auxquels on comprendra rien. Nos enfants viendront faire la même chose pour nous, donc faut pas qu'on se plaigne trop. Ça sera Best Buy à ce moment-là. C'est ça, voilà. Dernière news avant de conclure l'épisode, Netflix a lancé un partenariat avec une chaîne de radio qui s'appelle SiriusXM aux États-Unis. C'est de la radio, si je ne m'abuse, par satellite, enfin un réseau de radio spécifique. Et ils vont lancer une chaîne de comédie en janvier 2019, et c'est une chaîne Netflix. Et du coup, j'ai vu ça et je me suis dit, mais est-ce que Netflix serait en train de développer un service de radio en plus, en parallèle? Alors là, c'est qu'un coup d'essai, c'est en partenariat avec SiriusXM, etc. Moi, ça me paraît, ça sent vraiment comme un truc qu'ils font en coup d'essai pour peut-être lancer un service supplémentaire à Netflix, qui serait, j'espère, inclus dans l'abonnement, qui serait en fait une série de chaînes de radio, peut-être, et pourquoi pas, enfin, à partir du moment où ils ont besoin de contenu, peut-être même des podcasts. Et donc là, j'envoie un message à Netflix. Pour 1 million de brousouf, je veux bien vous vendre... Alors, 1 million par émission, hein. J'en ai quelques-unes, donc, mais c'est pas grand-chose pour eux. Donc voilà, mon prix, Netflix, c'est 1 million. Tiens, c'est une bonne question. Est-ce que 1 million, ça suffirait pour me faire... Non, mais si, quand même. Et puis, je continuerai sur Netflix, ça va, c'est sympa comme marque Netflix. Bon, très bien. Ah bah okay. Oui. Oui, ça va. 1 million, mais par émission, hein, quand même. Je ne me vends pas à bon marché, messieurs, dames. Bon, très bien. On pourrait évoquer d'autres choses. Il y a un standard qui est en train d'être établi pour les casques de réalité virtuelle pour les utiliser avec un seul câble et tout le monde y participe. Donc peut-être que les prochaines générations seront utilisées avec un seul câble. C'est pas mal.
on n'aura toujours pas énormément de contenu, mais ça c'est une autre histoire. Google, Facebook et Microsoft et Twitter et d'autres sont en train de travailler à un processus de transfert de données qui serait entre autres compatible avec le RGPD, donc qui permettrait de transférer ces données d'un service à l'autre de manière transparente. Donc ça c'est une bonne chose, et ça a commencé avant le RGPD, donc je sais pas si c'est à cause de ça ou pas, mais bref, ils sont en train d'y travailler, donc bonne initiative. Et puis dernière petite remarque avant de conclure, en Russie, le législateur a proposé une loi qui nécessiterait tous les sites qui ont plus de 100 000 visiteurs de supprimer immédiatement les commentaires ou les contenus qui ont des données inaccurate, donc qui ne sont pas inexactes, voilà. Alors merci de justifier, enfin d'expliquer ce que c'est que inexact pour la Russie, ça va être sympa. Les amendes sont de $800,000, ils iront pas avec le dos de la cuillère. Il faut les supprimer en 24 heures ou alors payer $800,000. En Égypte, une nouvelle loi bloque les comptes des réseaux sociaux qui ont plus de 5000 followers et il nécessite une licence qui doit être autorisée par l'État, bien sûr, pour les nouveaux sites. Donc voilà, c'est une tendance, on en avait déjà parlé de trucs comme ça dans certains pays d'Afrique. Le contrôle de l'Internet est en marche et ce sont des exemples un petit peu inquiétants, on va dire. Il faut rester vigilant. Bon, bah voilà, c'est la fin de notre épisode. Merci à toutes les deux d'y avoir pris part. Avant de se séparer, comme toujours, j'aimerais vous donner quelques minutes pour que vous nous disiez où on peut vous retrouver sur Internet. Commençons par Anne-Lise, tiens. Alors, moi, on peut me retrouver sur blogtrepreneur.com, blogtrepreneur avec un E. À la fin, oui. À la fin. On peut me retrouver sur Facebook, Twitter. Je suis aussi sur iTunes, puisque j'ai mon petit podcast bien modeste à côté du tien. Et puis sur YouTube aussi. Magnifique. Donc, blogtrepreneur avec un E à la fin. Gaëlle, pour ta part. Eh bien, écoute, donc moi, tu peux me retrouver sur notre site qui est cood.fr, donc COOD.fr. Et c'est facile, c'est comme cool et good. Donc, mais t'as tout compris, c'est exactement la raison en plus du nom. Parce que c'est cool pour les enfants et c'est good pour les parents ou les enseignants qui veulent le bien de leurs enfants. Je te remercie de le dire. Donc voilà, et sur Twitter forcément, Facebook, voilà. Et sur, c'est tout à peu près. Très bien. Ou par email, gaël@cood.fr. Super. J'aurai les liens vers vos comptes Twitter de toute façon dans les notes de l'émission, donc vous pouvez partir par là pour essayer de trouver tout le reste de ce dont on a parlé. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et Facebook et Instagram. Si vous voulez voir des magnifiques photos de mon petit animal de compagnie qui a 6 mois, pour lequel j'éprouve une empathie croissante. Et bien sûr, d'autres choses aussi, il n'y a pas que ça. Donc c'est NotePatrick. Vous pouvez retrouver les notes de l'émission sur frenchspin.fr et surtout venir commenter si on a dit des choses intelligentes, intéressantes ou au contraire horripilantes et inexactes. Vous pouvez venir nous corriger sur frenchspin.fr. Évidemment, si vous voulez soutenir l'émission, vous savez qu'il faut passer par patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission également. Je sais que vous êtes à la plage, vous avez le sable entre les orteils, il fait chaud, mais le temps, vous savez, même sur votre téléphone portable, vous isolez un moment à l'ombre pour essayer de combattre vos brûlures comment ça s'appelle ? J'ai oublié. Coup de soleil. Coup de soleil, voilà, merci. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu de coup de soleil. Pour combattre vos coups de soleil, et pour vous distraire un petit peu, pour vous occuper, vous pouvez aller sur le site et choisir, donner une petite somme, toute petite, $1 ça suffit par épisode si vous le souhaitez, un petit peu plus si vous le souhaitez, et soutenir de cette manière cette émission, lui permettre d'exister. Ça serait extrêmement sympathique de votre part, au moins de penser à la chose, de le considérer, de vous poser la question. Ça fait X temps que j'écoute l'émission. Je la trouve vraiment sympa. Est-ce que je voudrais la soutenir ? Si la réponse est non, ok. Si vous dites, bon, ouais, franchement, ça en vaut pas la peine, c'est pas très cool, ok, pas de problème. Mais si vous dites, elle est pas mal quand même cette émission, ça me fait passer un bon moment, ça me fait plaisir quand je la vois arriver dans mon flux de podcast, dites-vous que peut-être ça vaut le coup de soutenir un petit peu.
Et bien sûr, vous pouvez recommander l'émission à vos amis, à vos collègues, leur dire mais tu comprends pas la tech, tu es toujours en train de poser les mauvaises questions, tu penses que les fake news c'est des pas fake news. Écoute cette émission, tu comprendras tout, des smartphones aux réseaux sociaux, en passant par la réalité virtuelle et la blockchain. Et ben voilà, c'est tout simplement en 1 heure à peu près, toutes les semaines dans le Rendez-vous Tech, dont vous pouvez recommander ça à vos amis. Merci à vous tous de nous écouter. Merci encore à Gaël et Anne-Lise de nous avoir rejoints, en particulier Anne-Lise qui s'est réveillée à l'aube, comme on le disait. Merci à toutes les deux. Et ah oui, j'ai oublié de dire, la semaine prochaine, ça sera un épisode spécial sur un sujet bien spécifique, donc pas d'actualité, mais j'espère que ça sera un épisode qui vous plaira. C'est peut-être un peu inattendu, comme celui qu'on avait fait sur l'agriculture. C'est un sujet que beaucoup se disaient que ça les intéresserait pas, et finalement, ils ont trouvé l'épisode vraiment intéressant. J'espère que ça sera la même chose pour l'épisode de la semaine prochaine. Après ça, je serai sans doute en vacances, donc il y aura peut-être des autres animateurs qui vont venir envahir l'émission et imprimer leur personnalité au Rendez-vous Tech. On verra ce que ça donne, j'ai un petit peu peur, mais je serai de retour très bientôt, évidemment. Et dans tous les cas, l'émission ne s'arrête pas, même pendant l'été. Donc merci à vous tous de nous écouter et à très bientôt. Ciao, ciao!